Roosevelt admire l'antinazisme forcené de Churchill depuis longtemps. Les deux hommes partagent le même goût pour les affaires maritimes. En 1917, Roosevelt a même été sous-secrétaire d'État à la marine. Après son élection, Roosevelt est resté en contact avec Churchill. Les deux hommes ont entamé une correspondance, Churchill signant ses courriers d'un marin vétéran. Roosevelt ne se fait aucune illusion. Il sait qu'un jour l'agression nazie poussera son pays à la guerre. Il commence donc un travail de longue haleine, convaincre son opinion publique de se préparer à cette éventualité. I am a pacifist, but I believe you and I will act together to protect and to defend our science, our culture, our American freedom, and our civilization. En juillet 1940, il approuve l'expansion et la modernisation de la flotte. Il lance la construction de 6 nouveaux cuirassés et d'une nouvelle catégorie de porte-avions. Dans les mois qui suivent, le Congrès accepte que la Garde nationale et d'autres unités de réserve soient mobilisées pendant un an. En septembre, alors que l'armée américaine compte déjà 190 000 hommes, le nombre des recrues est augmenté, en limitant le nombre de conscrits choisis par tirage au sort. The first number drawn by the Secretary of War is serial number 158. Le même mois, Roosevelt annonce avoir conclu un marché avec les Britanniques. Selon cet accord, les États-Unis leur fourniront 50 destroyers datant de la Première Guerre mondiale en échange d'un bail de 99 ans sur des bases situées au Canada et dans les Caraïbes. La Royal Navy attend depuis si longtemps des navires d'escorte pour protéger ses convois que les destroyers sont livrés avant même que l'accord ne soit signé. Mais la meilleure preuve que Roosevelt a réussi à convaincre ses concitoyens intervient en novembre 1940. Il est réélu à la présidence en battant le candidat isolationniste Wendell Willkie par 27 millions de voix contre 22 à son challenger. Au début de l'année 1941, Roosevelt s'adresse à la nation américaine. Il expose à ses compatriotes les 4 libertés fondamentales pour lesquelles la Grande-Bretagne lutte. Pouvoir s'exprimer et pratiquer le culte de son choix, être libéré du besoin et de la terreur. Pour préserver ça, les États-Unis doivent devenir l'arsenal de la démocratie. En d'autres termes, ils doivent armer la Grande-Bretagne. We shall send you in ever increasing numbers, ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge. Certains Américains sont bien loin d'être du même avis. L'un des plus influents est l'ambassadeur américain à Londres, Joseph Kennedy, père du futur président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. C'est un homme d'affaires de Boston. D'origine irlandaise, il a bâti sa fortune en faisant du trafic d'alcool pendant la Prohibition. Kennedy hait les Anglais et ne rate aucune occasion d'annoncer qu'ils ne tarderont pas à se rendre. Mais la véhémence de l'ambassadeur est largement contrebalancée par l'admiration grandissante des Américains pour la bravoure du peuple britannique. Les interventions du correspondant de CBS à Londres, Ed Murrow, jouent un rôle fondamental dans cette prise de conscience. This is London. I remember the evening of Sunday, December 29th. It was just like any other winter evening. The first bombers were over London at about 6:30. Soon the fires hissed from the top-story windows. Hitler once boasted, "I will rub out their cities." This is what he meant. Au mois de janvier 1941, fort de sa réélection, Roosevelt présente ce que l'on appellera la loi pré-bail.
Les États-Unis fourniront à la Grande-Bretagne et à la Chine l'armement et le matériel dont elles ont besoin pour combattre. Le paiement est différé. Le prêt-bail doit permettre aux Britanniques de faire face. Finalement, personne ne s'inquiète du montant de la dette, surtout pas Roosevelt qui a un plan. Contrairement à 1917, si les États-Unis doivent rentrer en guerre, ils le feront en s'appuyant sur une solide industrie d'armement. L'Amérique fourbit ses armes. En secret, l'état-major de Roosevelt établit une stratégie commune avec les militaires britanniques. Au mois d'avril 1941, le président américain franchit un palier supplémentaire. Il décide d'intervenir en mer pour soutenir le Royaume-Uni. La zone d'intervention militaire est étendue. Désormais, tous les vaisseaux marchands américains devront être protégés par la marine des États-Unis. Au mois de mai, les Marines s'installent au Groenland. En juillet, ils remplacent la garnison britannique stationnée en Islande. La bannière étoilée flotte sur l'Atlantique Nord. La marine américaine commence à escorter quelques convois de cargo livrant le matériel prévu dans les accords prêt-bail. Pour ne pas provoquer l'entrée en guerre des États-Unis, Hitler ordonne aux commandants de sous-marins de ne pas attaquer les navires battant pavillon américain. Mais un incident semble inévitable. Le 4 septembre 1941, un avion britannique s'en prend à un U-boat. Mais le submersible allemand croit qu'il a été frappé par un destroyer américain, le Greer, et il riposte aussitôt. À son tour, le Greer répond en larguant des mines. La course-poursuite dure plus de 3 heures. Aucun des deux vaisseaux n'est coulé, mais la tension est montée d'un cran. Le 17 novembre, au cours d'un convoyage vers l'Islande, le destroyer USS Kearny est touché par une torpille allemande. Le commandant du U-boat coupable déclare qu'il s'agit d'un accident. Il visait un navire anglais et malheureusement, le Kearny a croisé la route du projectile. 11 hommes d'équipage ont perdu la vie lors de l'attaque et le destroyer, sérieusement endommagé, doit faire escale dans le port de Reykjavik. Roosevelt proteste, la presse américaine s'insurge, mais l'opinion publique n'est toujours pas prête à accepter l'idée d'une guerre. Pourtant, au mois de décembre 1941, elle va changer d'avis en une seule journée.